Bergson disait que Rousseau est par excellence l'homme que l'on discute sans le connaître. Et je voudrais aussi vous citer une phrase de Gilson, de l'Académie française, qui disait que de livres qui ne sont que des commentaires sur un contresens. Et bien vous vous rappelez peut-être qu'à propos de Pascal, j'ai fait mon autocritique et que je vous ai parfaitement déclaré qu'autrefois, je n'avais pas accordé l'importance qu'il faut y accorder au provincial. J'ai pas d'autocritique à faire au sujet de Jean-Jacques Rousseau. Et même, enfin, si je voulais faire le faire et le malin, je pourrais dire que je suis bien content de ce que j'ai fait à partir de 1942 sur Jean. Il y a donc 30 ans. C'est la première fois que j'ai fait un livre sur lui, en 1942, et mon thème était le suivant. C'est traditionnel de dire que Jean-Jacques Rousseau est une espèce de fou. Je vais vous citer à ce propos un texte qui est devenu célèbre de M. Paul Bourget, le grand romancier catholique français, en 1912, lorsqu'il y a eu le deuxième centenaire de la naissance de Rousseau, et qu'à Paris, on avait fait de grandes manifestations. Alors, dans un article qui était immédiatement célèbre, enfin un grand retentissement, un article de la revue Critique, M. Paul Bourget a écrit « Le gouvernement se trompe en choisissant la Sorbonne ou le Panthéon pour commémorer la mémoire de Jean-Jacques Rousseau. Il faudrait choisir plutôt le préau d'un hospice Sainte-Anne ou de la Salpêtrière, qui sont, comme vous savez, des maisons de fous, seul lieu convenable à la commémoration de ce dément. » Bon. Alors, l'idée était qu'on est en présence avec Jean-Jacques Rousseau d'un détraqué. Alors, tout ce que j'ai essayé de montrer, et aujourd'hui je voudrais vous en apporter des preuves complémentaires, tout ce que j'ai tenté de faire, c'est ceci. C'est vrai que vers la fin de sa vie, Jean-Jacques a donné l'impression d'être un homme détraqué. C'est vrai. Pourquoi a-t-il été presque détraqué? Parce qu'il avait été un homme traqué. Un homme traqué parce qu'il soutenait un certain nombre d'idées qui, au XVIIIe siècle, lui valaient des haines inexpiables. Quelles idées? Jean-Jacques est quelqu'un qui, en plein XVIIIe siècle, soutient, du point de vue politique et du point de vue religieux, des idées qui devaient lui infailliblement lui attirer les aversions les plus violentes. Vous savez, quand on dit ces choses-là, c'est pas très recommandable si on veut être, comme on dit, ami de tout le monde. Je ne veux pas attaquer ici, il ne s'agit pas d'attaquer un livre que je trouve très bien fait de M. Horieux sur Voltaire. C'est un livre allègre, bien écrit, extrêmement intéressant. Mais voyez-vous, quand j'ai lu ce bouquin de près, quand j'ai regardé ce qui concernait Voltaire et Rousseau, je me suis aperçu que M. Jean Horieux ne veut pas, enfin, ou désire ne pas aller au fond des choses, et dit qu'il y a entre Voltaire et Rousseau simplement une espèce de rivalité d'hommes de lettres, et que si Voltaire a été particulièrement dur à l'égard de Jacques Rousseau, c'est que ce petit bonhomme l'agaçait. Mais non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de choses extrêmement graves, nous allons le voir ensemble. Voltaire était quelqu'un qui avait des idées précises, et en politique, et en sociologie, et en religion, et les idées de Jean-Jacques lui paraissaient odieuses. Par conséquent, Voltaire a fait contre Rousseau des choses que nous regardons de près, que je n'avais pas dit d'autre fois, et qui vous montrent l'énormité, vraiment la sauvagerie de la haine dont Jean-Jacques était victime. Voyez-vous, je pense encore à quelqu'un d'autre qui était fort estimable, qui était monsieur Mauroy. André Mauroy, c'était aussi quelqu'un qui écrivait, comment dirais-je quoi, pour être gentil avec tout le monde, pour ne pas avoir d'adversaire. Comme j'ai dit des choses qui étaient inattendues et qui désobligeaient, j'en ai porté le poids. Par exemple, presque tout de suite, après avoir publié mon livre de 1942 qui s'appelait « Cette affaire infernale », un titre qui n'était pas de moi, c'est entre guillemets, l'affaire infernale, c'est un mot qu'avait employé un ami de Jean-Jacques, Duperroux, pour caractériser ce qui se passait entre lui, Jean-Jacques, et les encyclopédistes, et Hume en particulier. À peine avais-je publié ce livre que j'ai été publiquement traité d'un certain côté de jésuite offensif. Offensif, c'était les inconditionnels de l'encyclopédie qui m'en voulaient. Et alors, en sens inverse, je vous rappelle, c'était 1942, c'était pendant la guerre, j'ai été absolument mis en pièces par le commentaire d'un journal d'extrême droite qui s'appelait « Je suis partout ». Mais il n'y a pas tellement longtemps, je ne donnerai pas de précision là-dessus, il n'y a pas tellement longtemps, c'était l'année dernière, dans une ville de Suisse. On m'avait demandé de faire un exposé sur Jean-Jacques Rousseau. Alors je fais mon exposé, je raconte mon truc, quoi. Bon, ça avait bien marché. Et puis alors, à la fin, il y a un monsieur important, qui demande la parole, naturellement. Et ce monsieur très important, je vous le répète, me couvre de fleurs, c'est entendu, c'est pas intéressant, mais dit, heureusement que Jean-Jacques Rousseau est un personnage unique et solitaire, parce que des malfaiteurs comme cela, il n'en faut plus à Genève. Alors vous voyez que quand on parle de Jean-Jacques, on soulève encore un certain nombre de passions. Alors je vais lui consacrer 2 exposés, et le premier exposé d'aujourd'hui sera concentré uniquement sur sa pensée politique. Il a commencé à publier dès 1751-52, Jean-Jacques Rousseau, et dès 1753, il commence à écrire des choses qui peuvent sembler gênantes. C'est un article dans leur revue qui s'appelait Le Mercure, où il ose écrire ceci: ce siècle de charlatanerie, où les plus grands fripons
ont toujours l'intérêt à la bouche. Ça, 53. En 55, il fait son deuxième discours. Vous savez, premier discours sur les sciences et les arts, deuxième discours sur les origines de l'inégalité parmi les hommes. Et dans ce deuxième discours, origine de l'inégalité parmi les hommes, il va raconter une certaine anecdote. Il a tiré ça des mémoires du maréchal Villars, vous savez, qui était un des grands collaborateurs de Louis XIV, et il s'agissait des fournisseurs militaires. Ça ne nous dit plus rien aujourd'hui, enfin on en parle moins des fournitures militaires, mais je vous assure qu'au XVIIIe siècle, c'était une source de revenus considérable, notable. Je ne sais pas si vous savez que Voltaire, qui a laissé une fortune égale à aujourd'hui environ 600 millions de francs suisses, que Voltaire avait fait la plupart de sa fortune dans les fournitures militaires. Quoi. Il approvisionnait les troupes des rois, enfin de Louis XV en particulier, fournitures de chaussures, fournitures alimentaires. Et bien ça rapportait, croyez-moi. Au moment de la Révolution, lorsque l'abbé d'Espagnac, qui était un ami très particulier, très personnel de Danton, a été un peu scruté par la justice, on s'est aperçu qu'en 1793, alors que la France est dans une situation délicate, et qu'il y avait des assignats qui baissaient beaucoup, cet abbé d'Espagnac, qui est un fournisseur militaire des armées révolutionnaires, faisait, c'est M. Mathiez qui l'a établi, l'historien Mathiez, il faisait environ 4 à 5 millions de bénéfices nets par mois, et il exigeait non pas d'être payé en assignats qui étaient plus ou moins dépréciés, mais en monnaie, comme on dit, sonnante et trébuchante. Eh bien, figurez-vous qu'il s'était passé, au temps de Louis XIV, avec le maréchal Villars, un incident de ce même ordre, c'est-à-dire qu'on avait repéré, le maréchal Villars avait repéré qu'un de ses fournisseurs trichait. C'était comme ça qu'il s'enrichissait, vous savez, avec la complicité de quelqu'un au ministère de la Guerre, on n'appelait pas ça comme ça, mais enfin l'intendant des armées. On disait par exemple, vous allez me payer, enfin l'État me doit 100 000 paires de chaussures, alors qu'on avait fourni 10 000. Ou bien ces paires de chaussures étaient en carton, etc. Bon, toujours est-il que le maréchal de Villars avait été tout à fait indigné et avait décidé que ce personnage, ce fournisseur, serait jugé et serait même pendu. Alors voilà ce que raconte Jean-Jacques d'après le maréchal de Villars. Le maréchal de Villars dit, lorsque je fis savoir à ce fournisseur militaire que j'allais sévir et durement contre lui, il répondit tranquillement, cette menace ne me concerne pas. On ne pend point un homme qui a 100 000 écus. Et avec une naïveté que j'espère feinte, le maréchal de Villars continuait, je ne sais comment cela se fit, mais en effet, il ne fut pas pendu. Et Jean-Jacques enchaîne en disant, c'est que le riche tient la loi dans sa bourse. Il y a un texte de lui aussi sur le luxe. Vous savez, c'est une vieille tradition de dire, mais enfin, il ne faut pas que les gens protestent contre le luxe, les pauvres protestent contre le luxe, parce que le luxe les fait vivre. Par exemple, à Paris, s'il n'y avait pas une brillante société, nous parlons du XVIIIe siècle, une brillante société qui fait des commandes à ses artisans du Faubourg Saint-Antoine, parce qu'ils ont besoin de très beaux meubles, eh bien, ces gens seraient plus malheureux. Le luxe les entretient. Réponse de Jean-Jacques. Le luxe nourrit peut-être 100 pauvres dans nos villes, mais il en fait périr 100 000 dans nos campagnes. Il invente, je ne sais pas s'il invente, enfin un personnage qu'il appelle Chrysophile. Vous savez, Chrysophile, c'est ce deux mots grec qui veut dire ami de l'or, ami de l'argent. Je ne sais pas si Jean-Jacques discute réellement avec quelqu'un, s'il a inventé ce personnage fictif pour faire un dialogue, et ce Chrysophile est quelqu'un qui dit à Jean-Jacques, mais c'est vrai, je voudrais bien être très riche, j'aime l'argent, parce que l'argent est une puissance, et qu'une fois que j'aurai beaucoup d'argent, je pourrai faire beaucoup de bien autour de moi. Jean-Jacques n'a pas en doute la sincérité de cet homme, mais il lui dit, tu m'as bien parlé de ta conduite, étant riche, enfin quand tu seras riche, mais tu ne m'as rien dit de ce que tu ferais pour t'enrichir, parce qu'il n'y a guère de fortune dont l'origine soit tout à fait clairement avouable et qui ne repose sur le détroussement d'autrui. Alors Jean-Jacques va écrire un certain nombre de choses que voici. Tout cet ordre social prétendu, qui couvre en fait les plus cruels désordres. Comment voulez-vous que l'on admire une société où le profit est en raison inverse du travail? Ou encore ceci. Tout privilège au profit des particuliers qui les obtiennent est à la charge de la nation qui les donne. Il s'amuse aussi de l'artifice usuel des financiers qui, pour dissimuler leurs opérations, répandent partout le bruit que c'est infiniment compliqué. Ah, il faut pour les comprendre avoir fait ses études, enfin c'est quelque chose que le profane ne peut pas comprendre. Et Jean-Jacques dit, oh, je comprends bien, il nous explique que c'est extrêmement complexe, et qu'ils emploient un langage obscur, afin que, ne l'entendant point, ce langage, on n'ose pas le contredire. Il nous parle de ressorts, que l'on nous dit si profonds, que de peur que peut-être nous tentions de les découvrir dans leur simplicité. Reconnaissons que Jean-Jacques a un certain ton violent, je dirais âpre, je dirais même plébéien dans sa critique sociale. Je vais vous en apporter 3 petites preuves.
ces gens du monde, si doux, si modérés, qui trouvent toujours que tout va bien parce qu'ils ont intérêt à ce que rien n'aille mieux, qui sont toujours contents de tout le monde parce qu'ils ne se soucient de personne, et qui, autour d'une bonne table, soutiennent qu'il n'est pas vrai que le peuple ait faim. Autre chose, il y a une lettre de Jean-Jacques à un aristocrate qui s'appelait le comte de Lastic, dans laquelle il lui dit, d'un certain ton, ce serait pas la peine d'avoir des gens, enfin des domestiques quoi, ce serait pas la peine d'avoir des gens s'ils ne vous servaient à chasser le pauvre quand il demande son dû. En 55, dans un article de l'encyclopédie qui s'appelait Économie politique, Jean-Jacques avait écrit le paragraphe que voici. Quand un riche circule dans son carrosse, un charretier se trouve-t-il sur son passage? Ces gens seraient prêts à l'assommer, et 50 honnêtes piétons allant à leurs affaires seraient plutôt écrasés qu'un faquin oisif retardé dans son équipage. Quand il écrit ça, Jean-Jacques, il se doute pas qu'il est prophétique, parce que c'est ce qui va lui arriver à lui-même. Le 24 octobre 76, il avait à ce moment-là 64 ans, et il va être renversé, ce vieux type va être renversé dans la rue par un grand chien qui appartenait au comte de Saint-Fargeau et qui courait devant le carrosse de monsieur de Saint-Fargeau. Vous avez entendu ces trois textes. Ben, il est évident qu'il y a un ton populaire là-dedans, un ton peuple. C'est pourquoi M. Ferdinand Brunetière, le grand critique de la Revue des Deux Mondes, quand il avait parlé de Jean-Jacques, avait dit c'est un homme qui, de par ses origines, est peuple au sens le plus fâcheux du mot. Vous avez compris, ça veut dire c'est un infréquentable, enfin c'est quelqu'un qui n'est pas admissible chez les gens de bien. Ben, nous arrivons maintenant au contrat social. Et quand on pense contrat social, quand on pense Jean-Jacques plutôt, on se dit l'essentiel de sa pensée politique, c'est dans ce livre. Je l'ai lu plusieurs fois dans ma vie et je viens de le relire pour ces exposés. C'est un livre complexe, qui est pas tellement clair. Et je ne voudrais accuser personne, bien sûr. Il y a surtout un de mes amis, quelqu'un qui a fait une préface, il n'y a pas longtemps, une nouvelle édition du contrat social, dont je ne suis pas extrêmement satisfait parce qu'il ne montre pas l'ambiguïté de ce texte. Voyons, Jean-Jacques, dans le contrat social, prend à bras-le-corps ce problème, qui est le problème capital de l'organisation sociale, quoi. Comment est-ce qu'on peut concilier l'autorité et la liberté? Il est évident qu'aucune société n'est concevable sans une autorité. Mais où la trouver, cette autorité? Où sera-t-elle légitime? Ben, Jean commence à partir d'une idée qui ne lui est pas particulière à lui. C'est une idée que vous trouvez même chez saint Thomas, à savoir ceci: aucun homme n'a sur son semblable une autorité naturelle. Ça veut dire que nous sommes tous pareils et qu'aucun homme n'est qualifié pour donner un ordre, pour imposer sa volonté aux autres. Ce qui fait que le système monarchique et le système oligarchique est répudié par Jean-Jacques. Monarchique, c'est deux mots grecs, ça veut dire le commandement d'un seul, monos. Eh bien, un seul, qui s'appelle le roi, n'a aucune raison d'imposer sa volonté à une collectivité. Oligarchie, c'est encore du grec, oligos, ça veut dire petit nombre. Eh bien, un petit nombre, soit d'aristocrates, soit de riches, n'est pas non plus habilité, n'est pas qualifié pour imposer sa volonté à la collectivité. Alors, où trouver une autorité légitime? Jacques dit la seule autorité légitime, c'est celle de la volonté générale. Alors vous allez croire que c'est immédiatement suffrage universel, république, ce qu'on appelle la souveraineté nationale, mais c'est là où la pensée de Jean-Jacques est assez délicate et même ambiguë. Jean-Jacques dit, il faut distinguer entre la volonté générale et la volonté de tous. Ça paraît des têtes d'épingle, mais il faut bien comprendre ce qu'il veut dire. Jean-Jacques estime qu'au fond de chaque individu, et nous le verrons lorsque j'étudierai sa pensée philosophique et religieuse, au fond de chaque individu, il y a une orientation spontanée vers le bien. Ce qui fait que ce qu'il nomme la volonté générale, c'est l'accord substantiel, l'accord naturel, l'accord instinctif, selon lui, de toutes les volontés dans la direction du bien. Mais la volonté de tous, qui paraît être semblable à la volonté générale, pas du tout, dit Jean-Jacques. La volonté de tous, ça ne peut être, c'est très souvent, que l'accumulation de volontés individuelles, les volontés individuelles qui vont dans tous les sens, qui sont divergentes, et qui ne sont pas, parfois, et hélas, assez souvent, semblables à cette volonté générale, c'est-à-dire à cette orientation naturelle vers le bien. Pour vous bien vous expliquer la situation, je vais me référer à Victor Hugo, à quelque chose de Victor Hugo. C'est un texte que Victor Hugo a écrit dans Napoléon le Petit en 1852, c'est-à-dire au lendemain du coup d'État du 2 décembre 51. Je vous rappelle l'histoire du coup d'État. Il y avait une république, c'était la deuxième république française. Il y avait depuis 1848 un président de la République française. Ce président de la République s'appelait dangereusement, je le reconnais, Louis-Napoléon Bonaparte. Mais néanmoins, le 20 décembre 1848, à l'Assemblée nationale, ce président de la République en exercice, Louis-Napoléon Bonaparte, avait fait un serment, comme il disait, devant Dieu et devant les hommes: je fais le serment de respecter la Constitution républicaine dont j'ai la garde. Et il se trouvait que 4 ans plus tard, le 2 décembre 1851, ce président de la République s'était conduit comme un parjure, et il avait étranglé, par coup de force, cette Constitution républicaine
dont il était le représentant et le gardien. Vous pensez bien que Victor Hugo avait été indigné en disant « mais c'est le président lui-même qui s'est mis dans l'illégalité puisqu'il n'a pas fait ce qu'il avait promis de faire ». Mais le président Louis-Napoléon Bonaparte, son opération réussie, avait organisé un plébiscite et avait demandé à la nation française « qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai fait? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ?» Or c'était mal. Et cependant la nation française, avec une énorme majorité, va lui dire « c'est très bien ce que vous avez fait ». Alors Victor Hugo qui a reçu un coup au cœur, vous savez, de voir que la volonté de tous est contraire à la volonté du bien, à la volonté générale, que la volonté de tous va approuver quelque chose qui est mal, Victor Hugo écrit ceci que j'ai relevé là. Faites déclarer par 7 500 000 voix que 2 et 2 font 5, ça ne changera rien. 2 et 2 ne feront toujours pas 5. Et il ajoute, la vérité morale n'est pas plus à la merci d'un vote que la vérité algébrique. Là, vous voyez, c'est une illustration très précise de ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il y a des cas où la volonté de tous n'est pas conforme au bien, c'est-à-dire n'est pas conforme à la volonté générale. Alors Jean-Jacques, comment est-ce qu'il va faire pour essayer de concilier cette volonté générale et cette volonté de tous? C'est là où je trouve que la plupart des commentateurs glissent, parce qu'évidemment la pensée de Jean-Jacques est glissante, elle est fluide. Il dit il faut un législateur, il emploie un L majuscule. Un législateur qui, lui, aura assez d'autorité, aura assez de prestige, aura assez d'affection autour de lui pour arriver à persuader les gens et à faire coïncider cette volonté de tous avec la volonté générale. Où est-ce qu'on va le trouver, ce législateur? Et quel est l'homme qui aura assez d'autorité naturelle, enfin, pour persuader les gens qu'il faut aller dans tel sens plutôt que dans tel autre? C'est là, à mon sens, ce qu'il y a de plus faible dans le contrat social. Et Jean-Jacques s'en rendait parfaitement compte. Et c'est des choses qu'on ne dit pas assez. À savoir que son contrat social, il ne voulait plus qu'on en parlât. Lui-même reconnaissait que ça ne l'est pas. Il y a une lettre de lui qui est en 67, si je ne me trompe pas, à Mirabeau. Attention, c'est pas le grand Mirabeau révolutionnaire, c'est le père de Mirabeau. Et bien, dans une lettre à Mirabeau, carrément, oui, c'est 67. Jean-Jacques lui dit, dans mon malheureux contrat social, ce que j'ai essayé de faire, c'est la quadrature du cercle. Et vous savez qu'on n'y arrive jamais. Et puis en 1690, donc au début de la Révolution, un nommé Dussault a publié un livre qui s'appelle « Entretien avec Monsieur Jean-Jacques Rousseau ». Et dans un de ces entretiens, et je n'ai aucune raison de suspecter la sincérité de ce monsieur Dussault, dans un de ces entretiens, Dussault dit, lorsque j'ai parlé à Jean-Jacques de son contrat social, il m'a dit très simplement et très carrément, c'est un livre à refaire. Pourquoi un livre à refaire? Parce que Jean-Jacques n'est pas un imbécile et qu'il a beaucoup réfléchi à ces problèmes que nous regardons aujourd'hui, enfin le problème de la cité humaine. Et il a parfaitement compris et rapidement compris qu'on n'y arrivera jamais à faire une société juste, une cité harmonieuse, comme dira Peggy, tant qu'on n'aura pas modifié les dispositions des esprits et des cœurs. Il s'agit d'agir sur chaque individu et de faire que chaque homme comprenne ce qu'il est substantiellement et quelle est sa destination. Au début de l'Émile, Jean-Jacques a une phrase sur laquelle on n'attire pas d'habitude suffisamment l'attention. Il dit « Notre véritable étude est celle de la condition humaine ». Ça a l'air du Malraux, hein. Vous avez entendu, il a bien dit ça. Notre véritable étude est celle de la condition humaine. Et si vous réfléchissez à l'idée centrale et déterminante de ces 3 grands livres, qui s'appellent l'un l'Héloïse, le deuxième l'Émile et le troisième le contrat social, vous apercevez que c'est cette idée de la disposition des esprits et des cœurs qui domine les 3 livres. Dans l'Émile, c'est l'individu, c'est la formation, c'est l'éducation, quoi. C'est le numéro 1, c'est l'individu, quoi. Ça. Dans l'Héloïse, c'est le premier couple, enfin, c'est la famille, et dans le contrat social, c'est la collectivité. Mais les 3 livres sont dominés et déterminés par cette idée. Il faut avant tout que l'homme comprenne ce qu'il est, quelle est sa nature, quelle est sa finalité, et quel doit être l'objet réel de sa connaissance. Seulement, Jean-Jacques est quelqu'un qui dit, avant de persuader les gens, avant de leur expliquer ce qu'ils doivent désirer, il faut que je leur fasse prendre conscience du milieu dans lequel ils sont. Il faut qu'ils ouvrent les yeux sur l'iniquité sociale et qu'ils réfléchissent un peu à ce qu'on leur fait faire, qu'ils prennent conscience de leurs conditions d'exploiter. Ben ça, vous savez, c'est exactement ce qu'a voulu faire Robespierre. Robespierre est quelqu'un en 1789, au début de l'année 89, lorsqu'il était candidat aux États généraux, qui avait répandu ce qu'on appellerait aujourd'hui un petit tract, où il y avait une phrase assez remarquable que je crois savoir par cœur, et qui est la phrase que voici. C'est du Robespierre, hein, ça, juste avant les États généraux. La plus grande partie de nos concitoyens est aujourd'hui réduite par l'indigence à ce dernier degré d'avilissement où l'homme, uniquement préoccupé de survivre, n'a pas les moyens de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. Eh bien, cet effort de Robespierre, c'était exactement la suite de l'effort de Jean-Jacques Rousseau, qui voulait 2 choses,
Premièrement, la dénudation de la réalité sociale, et deuxièmement, le dessillement, enfin que les yeux s'ouvrent, des victimes de cette révolution, de cette iniquité sociale. Vous comprenez bien qu'un homme qui vous propose des choses pareilles va avoir se dresser contre lui des foules de gens. Et les deux choses que je voudrais vous dire dans cet exposé, c'est les haines que Jean-Jacques va subir du côté de l'encyclopédie et les haines qu'il va connaître dans sa ville natale, à savoir Genève. L'encyclopédie. Eh bien, nous touchons là à un vrai problème. Et peut-être qu'autrefois, je n'avais pas assez insisté là-dessus et je voudrais être parfaitement clair. Quel problème? Lorsqu'en 1912, j'en parlais au début de cet exposé, il y avait une grande célébration, une grande commémoration à Paris, à Sorbonne et au Panthéon pour la mémoire de Jean-Jacques, on avait étroitement associé, c'était la Troisième République à ce moment-là en France, on avait étroitement associé dans ces célébrations les deux noms de Voltaire et de Rousseau. Comme si Voltaire et Rousseau avaient été ensemble à l'origine de la Révolution française. Vous vous rappelez du reste la chanson de Gavroche dans Les Misérables, c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. Il y a donc une espèce de tradition, que j'appellerais plutôt une légende, assez établie aujourd'hui, assez indurée, vous savez, qui lie dans les esprits des gens les deux noms antagonistes, en fait, de Voltaire et de Rousseau à l'égard de la Révolution. Faites bien attention, que si le corps de Voltaire, les cendres, comme on dit, de Voltaire avait été transféré au Panthéon, c'était par la volonté de la constituante, de l'Assemblée constituante, qui avait décidé ça en 1690. Mais la constituante n'aurait jamais voulu conduire au Panthéon les cendres de Jean-Jacques. Et il faudra attendre jusqu'en 94, il faudra attendre que ce soit Robespierre qui soit au pouvoir pour imposer, je dis bien imposer, presque de force à la majorité bourgeoise de la Convention, le transfert des cendres de Jean-Jacques à son tour au Panthéon. Et lorsqu'il avait été question à la constituante de ce transfert au Panthéon des cendres de Voltaire, on avait vu Marat, dans sa publication qui s'appelait L'Ami du Peuple, s'élever avec une extrême violence en disant « Mais vous ne savez pas de qui vous parlez, enfin, mais Voltaire était notre ennemi ». Voyons, comprenons bien ce qui s'est passé, mais pour de bon, alors, en 1789. Ben, en 1789, en réalité, c'est une nouvelle couche sociale qui s'était créée et développée surtout au XVIIIe siècle, qu'on appellera la richesse mobilière. C'est-à-dire la banque, le commerce, l'industrie qui commençait à se développer, et qui en avait assez de voir la richesse immobilière, c'est-à-dire la richesse terrienne, qui était possédée par l'aristocratie et le clergé, avoir entre les mains les leviers de commande. Alors c'était une espèce de protestation de cette classe supérieure du tiers-état, la roture dorée, qui voulait à son tour saisir le commandement. Mais il était bien entendu que ce qu'on pourrait appeler déjà, ce qu'on appelait parfois déjà le quatrième état, c'est-à-dire l'immensité des Français, c'est-à-dire les travailleurs français, devaient rester dans leurs conditions serviles. La révolution de 89, pratiquement, c'est une rixe de bourgeois, c'est une bagarre de possédants sur le dos de ce que Victor Hugo appellera la cariatide, c'est-à-dire les travailleurs. Eh bien, Voltaire était absolument de cette idée-là. Et Voltaire était quelqu'un qui ne voulait pas que l'on touchât à la condition des travailleurs. Au point qu'il avait écrit cette phrase que je ne cesse pas de citer parce que on la connaît très peu et qu'elle est éclatante. Voilà ce que Voltaire avait dit sur un pays bien organisé. Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui, vous entendez bien, est nourri par lui, et le gouverne. Alors d'après ce que je viens de vous expliquer sur la pensée de Jean-Jacques, vous vous rendez compte de l'antagonisme, mais total, mais absolu, enfin de l'antithèse furieuse qu'il peut y avoir entre la pensée sociale de Jean-Jacques Rousseau et la pensée sociale de Voltaire. Si bien que dès que Jean-Jacques commence à exprimer ses idées politiques et sociales, du côté de l'encyclopédie, on se met à le dévorer, on se met à l'attaquer. Par exemple, la correspondance littéraire. Vous savez pas ce que c'est? La correspondance littéraire, c'est une espèce de truc qu'on appellerait aujourd'hui ironéotypé, un bulletin qui était à ce moment-là recopié par des scribes et qui était envoyé à tout ce qui comptait en Europe, et c'était Grimm, un encyclopédiste, qui le rédigeait. Eh bien, la correspondance littéraire va reproduire le 1er mars 56, à la suite du texte de Jean-Jacques Rousseau qui s'appelle « Le discours sur l'origine de l'inégalité », une attaque d'un jésuite du reste qui s'appelait le révérend père Castel et qui dit « Rousseau est quelqu'un qui allume le feu de la sédition et qui détruit toute société ». Quant à Voltaire, voilà son jugement sur l'origine de l'inégalité, c'est la philosophie d'un gueux qui voudrait que les riches fussent dépouillés par les pauvres. De même, voici encore la correspondance littéraire de Grimm du 15 avril 59. Rousseau, qu'est-ce qu'il fait? Il habille de rhétorique des opinions triviales qui plaisent aux gens de la populace. Et Madame Dudéfend, qui est une encyclopédiste, qui est une amie de Voltaire et du groupe, écrit « Ce Jean-Jacques, si on le laissait faire, il remettrait tout dans le chaos ». Ben, vous savez ce qui va lui arriver à Jean-Jacques, c'est le décret de prise de corps du 9 juin 62. Le Parlement décide qu'il faut faire l'arrestation de Jean-Jacques Rousseau. Ce que l'on sait moins, et ce que je voudrais bien mettre en lumière, c'est que l'encyclopédie n'est pas pour rien dans l'arrestation de Jean-Jacques.
Madame de Verdelin, qui était une femme du monde, qui était très bien placée, qui connaissait beaucoup de choses, va écrire carrément ceci à Jean-Jacques: c'est le troupeau encyclopédique qui a mis en branle les magistrats. Parmi les membres du Parlement, qui étaient tous de très grands bourgeois, il y avait une majorité de voltairiens, ils étaient trop contents de frapper Jean-Jacques, ennemi de la société, et dangereux. Et ils vont réussir ce coup fumant d'avoir avec eux l'archevêque de Paris, vous savez, qui s'appelait Christophe de Beaumont, qui va lancer un mandement contre Jean-Jacques, et Jean-Jacques répondra ainsi: étranges apôtres, qui n'osent ou ne veulent rien dire que ce qui convient à ceux qui commandent, payés par le fort pour prêcher le faible, ils ne savent parler aux faibles que de ses devoirs, et aux forts que de ses droits. Bon, vous avez vu du côté des encyclopédies ce qui s'est passé. Genève, maintenant. Jean-Jacques est donc frappé en France, où il habitait, le 9 juin 62, de ce décret de prise de corps. Il arrive à s'évader, il s'échappe, et où va-t-il? Ben, naturellement, vers sa ville natale. Il est rentré dans la communauté genevoise en 54, il croit, le pauvre type, avoir fait honneur à sa ville, à la ville de Genève, en lui dédiant son discours sur l'origine de l'inégalité. Ouh, mais ça n'a pas plu du tout, vous savez, aux notables de Genève. Il y avait un très grand notable, aujourd'hui oublié, qui s'appelait Monsieur Bonnet, Charles Bonnet, qui était propriétaire à Gentot, enfin on l'appelait le seigneur de Gentot, et qui vient immédiatement riposter par un texte qu'il va signer Philopolis, c'est-à-dire ami de la ville, où il va déclarer que Jean-Jacques est un personnage bien dangereux. Là, il y a une certaine Madame de Constant, qui est dans la belle société genevoise, et qui dit, à propos de ce discours de Jean-Jacques: rien n'est plus sot et plus fait pour le bas. Ça veut dire quoi pour le bas à Genève? Il y a les rues hautes, qui sont des rues bien, hein, et puis la rue basse. Les rues basses, les rues plébéiennes, elles sont du côté de Jean-Jacques, mais Jean-Jacques est infiniment dangereux. Alors, le malheureux Rousseau, qui ne s'y attend pas une seconde, hein, et qui se dit: je vais trouver refuge dans ma ville natale, pas du tout. Il n'est même pas arrivé à Genève, il est à Yverdon, quand il apprend brusquement que les autorités genevoises elles-mêmes, à la suite d'un rapport prononcé par le procureur général Tronchin, ont décidé que lui, Genevois, serait aussi mis en état d'arrestation s'il mettait les pieds sur le territoire de la République de Genève. C'est un coup extrêmement dur pour lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez qu'il va se réfugier à Motier, va réfléchir sur ce qui se passe à Genève. Il se dit: mais enfin, qu'est-ce qui est arrivé à Genève? Alors dans ses lettres écrites de la montagne, il va se référer à l'histoire de Genève, et il va dire: mais au départ c'était vrai, c'était une espèce de république, mais je m'aperçois que cette république, elle est devenue assez drôle, enfin elle est devenue une oligarchie, c'est une espèce de république de banquiers, enfin c'est un conseil d'administration qu'on appelle le petit conseil. Il se rappelle qu'un protestataire en 1707 avait demandé que fût limité le nombre des gens de la même famille appartenant aux deux conseils. Vous savez, le grand conseil, 200, puis il y avait le petit conseil. On avait balancé cette réclamation, si bien qu'au moment où Jean-Jacques vivait et écrivait, il n'y avait pas moins de 10 Malais et de 7 grammaires au petit conseil de Genève, avec tout un pullulement de Lulin, de Galatin et de Tronchin. Jean-Jacques publie ses lettres écrites de la montagne. Vous imaginez le bruit que ça peut faire. Hein. Épouvante à Genève. Les notables se disent: il va soulever contre nous les rues basses. Une fureur contre Jean-Jacques. Une telle fureur qu'on voit dans les lettres les gens qui s'écrivent les uns aux autres en disant: tout de même, il n'y a pas si longtemps, c'était en 1707, Nicolas Lemaître, on l'a arrêté, on l'a torturé, ensuite on l'a exécuté. Et puis Pierre Facio, il a été arquebusé dans la cour de sa prison. Et puis Michele Ducret, il a été condamné à mort. Il a été ensuite condamné simplement à la détention perpétuelle. Si on pouvait le tenir, ce Jean-Jacques, on ne peut pas le tenir parce qu'il est à Neuchâtel, enfin qu'il est une terre prussienne à ce moment-là. C'est pour vous montrer la violence des haines qui se éclatent contre lui, au point que le seigneur de Gentot, Bonnet, dit à son fils: ce Jean-Jacques, c'est un monstre, c'est un véritable monstre. Il n'y a guère que 200 ans, c'est lui, et non pas son livre, que nous aurions fait rôtir. Ce que je viens de vous dire m'amène, en une dernière minute, à vous indiquer la longue haine qui a persécuté Jean-Jacques Rousseau. Si vous vous reportez aux gens, bien par exemple à M. Taine, dans ses origines de l'histoire contemporaine, vous voyez Taine déclarer: Rousseau, c'est une rancune de plébéien, pauvre et aigri, et qui, entrant dans le monde et trouvant la place prise, n'a pas su y faire la sienne. Il n'échappe à l'envie que par le dénigrement. Les trois grands auteurs, les trois grands critiques de ma jeunesse, Brunetière, Faguet, Lemaître. Brunetière, je vous l'ai dit, un peuple au sens le plus fâcheux du mot. Faguet, Rousseau, un être amputé de sens moral. Gilles Lemaître, jamais plus de mal n'a été fait par un écrivain que par cet homme-là. Donc c'était vrai que Jean-Jacques avait écrit dans ses dialogues. Il avait écrit ses dialogues à la troisième personne, nous sommes en 1774, et il dit ceci: vivant ou mort, lui Jean-Jacques, vivant ou mort, il les inquiétera toujours. Qui ça? Les sages, quoi, les raisonnables, les avisés, les gens de bien, les honnêtes gens.